Bonjour à tous. Alors je suis bien contente de vous retrouver après un très long temps sans vidéo. J'ai eu un pépin de santé, pas mal de soucis, et là un gros pépin de santé, donc votre youtubeuse était indisponible. Mais ça fait du bien de revenir, j'ai encore pas mal de choses à régler niveau santé, mais je pense que ça va s'arranger. Et j'en profite pour dire un grand merci à Matt, qui a la chaîne EOL, que je vous mets le lien en description, qui a accepté de m'aider et qui fait le montage de cette vidéo, qui m'a proposé de m'aider au montage le temps que moi je ne pouvais pas, puisque j'ai encore des petits soucis à régler pour pouvoir faire mes montages moi-même. Donc un immense merci à lui, et je vous invite à aller voir sa chaîne, je la mets en description. Il parle de contes et légendes régionaux, et c'est très bien, très intéressant. Je vous invite à aller voir ça. Voilà. Et pour ce qui est de ma chaîne, donc oui, je vous ai laissé un moment sans vidéo, à mon grand regret. Et là cet été, je vais faire de mon mieux et je voudrais tester certaines choses. J'aimerais faire plus de vidéos pop culture comme celle que je vous propose aujourd'hui sur House of the Dragon, et continuer le gaming, mais peut-être faire moins de vidéos gaming et faire des vidéos plus fouillées de tests, et par contre essayer de faire plus de live gaming, let's play et ce genre de choses. Voilà, si vous avez des idées pour la chaîne, des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas en commentaire, n'hésitez pas à me le dire, ou à venir en discuter avec nous sur le Discord, hein. Les remparts de Troie, vous êtes les bienvenus. Voilà pour le petit point. Et maintenant, nous allons attaquer le vif du sujet. House of Dragon, c'est donc une série tirée de l'univers Game of Thrones de George R.R. Martin. Je dirais George Martin, parce que les R.R. on n'a pas idée. Lui, comme Tolkien, pourquoi mettre des R partout? Voilà. Et donc, c'est tiré de son univers, c'est un épisode de l'histoire des Targaryens qui s'appelle La Danse des Dragons, qui est passionnant, que moi j'avais découvert dans l'encyclopédie du monde de Westeros il y a bien longtemps, et ensuite il y a eu les livres Fire and Blood, Feu et Sang, qui racontent l'histoire des Targaryens, et dans lequel c'est beaucoup plus détaillé, que j'ai dévoré et lu à plusieurs reprises. Et quand on a annoncé qu'il y aurait des séries spin-off de Game of Thrones, j'ai prié les 7 et les anciens dieux pour avoir la Danse des Dragons en série. Et je l'ai eu. Et j'ai eu House of the Dragon, et les 2 premières saisons, honnêtement, c'était vraiment bien. Et là, c'est parti en couille. En cacahuète, en testicule, choisissez. George Martin, avant que cette saison sorte, a dit « Ce n'est plus mon histoire ». Il s'est fâché avec le showrunner, Ryan Coogler, et a annoncé clairement que ce n'était plus son histoire. Il n'était pas d'accord du tout avec l'orientation que prenait la série. Quand j'ai su ça, j'étais inquiète. Maintenant, j'ai vu. Et en effet, c'est une trahison totale du lore. C'est quand même dingue. Il y a un bouquin. Il suffit de le lire. Pourquoi changer des choses qui marchent bien? Cette histoire, c'est de l'or. C'est un chef-d'œuvre de narration. Pourquoi changer ça? Ryan Condal a changé l'or en plomb. Oui, c'est méchant, mais c'est vrai. Alors, forcément, je vais rentrer dans le détail. Bien sûr, je vais rentrer dans le détail. Le diable est dans les détails, il paraît. Alors, on va commencer par le camp des Noirs, parce que faut trier un petit peu, hein. Alors déjà, je vais d'abord parler de Rhaena, parce qu'elle m'énerve. Alors, si sur le casting, je salue tous les acteurs, c'est tous, sauf celle qui joue Rhaena. Je comprends pas ces expressions faciales outrées, elle surjoue, elle a tout le temps les yeux exorbités, enfin... Bon, déjà, voilà. J'ai vraiment du mal avec cette actrice, alors que je trouve tous les autres bons. C'est con, hein, il n'y en a qu'une qui... Voilà. Et alors, son arc, en fait, dans la vraie histoire, il y a un dragon qui s'appelle Sauvage, qui s'appelle Voleur de moutons, qui est bien connu des Targaryens, et c'est une jeune fille qui est inconnue du peuple, qui arrive en lui donnant des moutons à l'apprivoiser, à le monter. Elle le maîtrise très bien, il n'y a aucun souci, et elle est au service de Rhaenyra, avec son dragon. Il y a zéro problème. La bataille du gosier, elle tient son rôle, elle se bat avec les autres, il n'y a pas de souci. Et Rhaena, elle est envoyée dans le Val, avec 3 autres dragons, en espérant qu'il y en ait un qui close pour elle, puisque oui, c'est une Targaryen sans dragon, puisque l'œuf qu'elle avait eu à sa naissance n'a jamais éclos, et c'est tout. Et Rhaena, elle reste dans le Val, tout du long, avec les autres dragons qui sont pas envoyés ailleurs, hein, qui seront réexpédiés à Père Dragon après. Non, ce ne sont pas les œufs de Daenerys. Je reviendrai sur les œufs après. Ou non, je vais le dire maintenant parce que ça m'énerve. Les œufs de Daenerys, ils ne peuvent pas, absolument pas, être dans House of the Dragon.
Parce que ça fait plus d'un demi-siècle qu'ils ont quitté Westeros. Les œufs de Daenerys, ils ont été volés par Elisa Farman, qui était une des favorites d'une autre Rhaena Targaryen. Elle était à Père-Dragon avec elle, et elle s'est enfuie en volant 3 œufs. D'ailleurs, on ne sait pas à qui sont les œufs. Les gardiens des dragons sont venus prévenir Rhaena qui s'était rendu compte qu'il manquait 3 œufs. Il n'est jamais question que ce soit les œufs de son cheveu. J'entends plein de youtubeurs dire ça, et ben allez relire le livre. C'est pas précisé, ces 3 œufs, on ne sait pas qui les a pondus. Donc arrêtez avec son cheveu, ça sert à rien. Et ces 3 œufs, elle les a vendus au seigneur de la mer de Braavos pour s'acheter un navire. Et l'affaire a été traitée par le roi Jaehaerys lui-même, qui a envoyé cette tombarfe, et on a la certitude que c'est le seigneur de la mer qui a ces 3 œufs, qui peu à peu se change en pierre, comme tout œuf de dragon. Et d'ailleurs, il dit qu'il souhaite garder 3 babioles, 3 jolies babioles, et qu'il ne veut absolument pas de dragon. Et Jaehaerys dit bien que si jamais des poussins venaient à éclore, il viendrait lui rendre visite avec Vermithor. Voilà, pour la petite histoire. Mais donc voilà, les œufs de Daenerys ne peuvent pas être là. Et si quelqu'un essaye de nous sortir que les œufs de Daenerys sont dans la danse des dragons, il n'a pas lu les bouquins, il connaît pas le lore, et il dit n'importe quoi. Voilà, que ça soit clair. Parce que que ça m'énerve. Oui, cette histoire d'eux, ça m'énerve depuis le début, puisque tout le monde est parti dans tous les sens avec ça, et voilà. Et donc, pour Rhaena, Rhaena, bon, oui, pendant la danse des dragons, elle sert à rien, clairement, elle reste ovale, et point final. Là, ils ont choisi que ce soit Rhaena qui monte voleur de mouton. Moi, sur le coup, je me suis dit, bon, si ça leur fait plaisir, pourquoi pas. Mais là, déjà, Rhaena, qui est censée partir à Pentos, qui se barre dans la campagne, personne s'en rend compte, personne la cherche, elle tombe sur le dragon, elle finit par l'apprivoiser, enfin c'est lui qui l'apprivoise plutôt là, parce qu'il la nourrit tout, enfin bon, ça ressemble à rien, et elle décide de partir à la guerre avec un dragon qu'elle maîtrise pas. C'est Rhaena Targaryen, c'est la fille de Laena Velaryon qui montait Vhagar, et de Daemon Targaryen qui monte Caraxès. Ses parents sont dragonniers, sa sœur a un dragon, elle sait des choses sur les dragons. C'est pas normal qu'elle fasse ça n'importe comment, et ça ne colle pas, y a rien qui colle. Il y a vraiment rien qui colle. Et pour la peine, elle va se cacher au Val avec son dragon. D'ailleurs, dans les incohérences flagrantes, pour le dernier épisode, là, par quel miracle, deux pauvres soldats ont réussi à l'arrêter, alors qu'elle a un dragon, bordel. Rien ne va dans cette histoire, il y a rien qui colle, c'est ridicule. Voilà, ça m'a insupporté du début à la fin. Donc voilà, pour Rhaena, c'est une catastrophe. Dans les détails qui changent aussi, sa sœur Baela, c'est pas encore une dragonnière. Son dragon danse-lune, au début de la danse des dragons, il n'est pas capable de la porter, il est trop petit. Elle finira par le monter, mais au moment où on est là, elle devrait pas encore le monter. Et on voyait Baela au combat, voilà. Bon, bah si, ils veulent. Ensuite, on va en arriver au cas de Rhaenyra. Et alors là, pourtant, j'ai aimé leur personnage de Rhaenyra les 2 premières saisons. Vraiment. Ils lui ont apporté de la nuance, tout, très bien. Seulement, dans les livres, il y a quelque chose de très clair. Il y a Rhaenyra avant la mort de Jaehaerys et après. Je vous cite le passage. Là, je cite directement. Brisée par la perte d'un fils, Rhaenyra Targaryen semble puiser une force nouvelle à la perte d'un second. La mort de Jace, comme vous voulez, l'endurcit, calcinant ses peurs, ne lui laissant que sa colère et sa haine. Rhaenyra, à la mort de Jaehaerys, elle devient impitoyable, implacable. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'elle prend Port-Réal. La Rhaenyra des livres, quelqu'un qui s'oppose à elle, on le découpe en morceaux et on le donne à manger à Syrax. La Rhaenyra des livres, jamais un grand septon lui parle comme c'est mis en scène dans la série, en refusant de la couronner. Le gars, il essaierait même pas. D'ailleurs, tant qu'on est là-dessus, la foi anti-dragon qui nous est montrée à travers ce passage, c'est n'importe quoi. Ça, c'est les discours qu'avaient les hommes de la foi au moment de Maegor. Et c'est un conflit qui a été réglé par Jaehaerys et qui n'a plus posé de problème depuis. Et la foi a peur des Targaryens et de leurs dragons, et jamais un septon parlerait comme ça à un Targaryen. Jamais, au grand jamais. Ça ne ressemble à rien. Rhaenyra à Port-Réal, c'est toutes les exécutions, et il y en a beaucoup, ont lieu à Fosse Dragon, les corps sont donnés aux dragons de la reine. Les rapports de Rhaenyra avec Alicent à Port-Réal,
C'est Rhaenyra, quand Alicent parle de bâtardise pour les fils de Rhaenyra, Rhaenyra lui répond « Je ne veux plus entendre de mensonges, parlez encore de bâtardise et je vous ferai arracher la langue. » Vous voyez l'ambiance, hein? C'est pas pareil quand même, hein? C'est pas la même. Hein? Mais là, ils ont décidé que Rhaenyra était la gentille. Et qu'il fallait que Rhaenyra soit la gentille. D'ailleurs, tant qu'on y est, Rhaenyra, elle en a rien à carrer du peuple. Hein. Elle distribue pas des vivres, hein. Ni avant de prendre Port-Réal, ni après. Hein. Elle s'en fout. Et le grand principe pendant la danse des dragons, c'est que tous les nobles, tous, s'en foutent du peuple. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de soulèvement populaire depuis Maegor. Ils pensent tous que le peuple vont les soutenir quoi qu'il arrive et qu'ils bougeront pas et qu'ils diront rien. Ils ont oublié le peuple. Oui, il y aura un retour de bâton. Et pas un petit. Parce qu'un dirigeant qui oublie le peuple, qui l'écrase de plus en plus de taxes et autres, il finit par payer la note. Mais une Rhaenyra qui s'inquiète du peuple, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a pas besoin que Ormond ou qui que ce soit envoie des gens pour déstabiliser son règne. Il n'y a pas besoin. Les habitants de Port-Réal, ils sont exsangues. Ils sont au bout du bout. Et Rhaenyra, elle s'en fout. Et tant que je parle de Rhaenyra, je vais parler de ses enfants. Rhaenyra, elle garde Joffrey tout le temps près d'elle. Là, on la montre qu'il va voir Joffrey pendant qu'il dort, cause pas la prochaine, grand n'importe quoi, aucun intérêt, je ne vois pas d'où ça sort. Et la très grosse chose que la série a oubliée, et là c'est du costaud, c'est ses deux fils, Aegon et Viserys. Les fils qu'elle a eus avec Daemon, ils ont disparu. Normalement, on aurait dû avoir de leurs nouvelles au moment de la bataille du Gosier. Parce que normalement, ils sont pas envoyés au Val. Ils sont envoyés à Pentos, sur un navire qui s'appelle le Fol Abandon. Et au moment où ils partent pour Pentos, il y a les vaisseaux qui arrivent en face pour la bataille du Gosier. Et ils sont pris entre les deux feux. Le jeune Aegon arrive à monter sur son dragon Nuée d'Orage et à s'enfuir. Nuée d'Orage est mortellement blessé, mais il arrive à quand même l'amener à bon port avant d'expirer dans l'heure. Et le petit Viserys est disparu en mer. Et c'est parce que le jeune Aegon arrive et que donc son petit frère est quelque part dans cette terrible bataille que Jaehaerys décide de monter son dragon et de se rendre à la bataille. C'est pas que là, comme on voit, je vais prouver que je suis un guerrier et compagnie. Non, non. Il veut sauver son petit frère. Donc pourquoi avoir enlevé ça? En plus, maintenant, là, ça fait le temps passe, je me dis, ils vont trouver un moyen de ramener son fils Aegon près de Rhaenyra, et bah toujours pas, et c'est gravissime. C'est gravissime pour le lore, enfin, c'est une catastrophe. D'ailleurs, une grosse incohérence de la série, Rhaenyra qui est toujours en train de dire qu'elle veut régner comme son père, et son premier conseil à Port-Réal, vous savez, il y a les espèces de boules que les conseillers se servent pour marquer leur place, et elle dit que non, ça c'est l'ancien régime, et pourquoi rejeter un symbole de son père alors qu'elle... Non, voilà, une incohérence de plus. Une incohérence de plus. Enfin voilà, donc du côté des Noirs, nous avons aussi... Alors, Corlys Velaryon ne quitte pas le conseil de Rhaenyra. Ils sont pas toujours d'accord, ils s'engueulent, mais ils ne quittent pas le conseil, ils se barrent pas. Ils restent à Port-Réal au conseil. Donc son fils Aline ne vient pas à sa place, enfin c'est grand n'importe quoi. Je précise au passage que le grand argentier, c'est Bartimos Celtigar qui est nommé, qui est un des membres du conseil de Rhaenyra depuis le début de la danse des dragons. Et surtout, ça peut pas être du tout Torren Manderly qui n'est pas encore là. Et en plus, Torren Manderly, il aura un grand rôle à jouer dans la suite de l'histoire. Même si ça se passe plutôt après la danse des dragons, mais là, en lui donnant cette place-là maintenant, il ne peut plus jouer son rôle plus tard. Donc c'est étrange. Je vois pas pourquoi avoir mis le personnage de Torren Manderly, l'avoir mis là, alors qu'ils avaient déjà un personnage très bien pour faire ça. C'est complètement con, mais bon, on commence à s'habituer. Alors tout l'arc de Daemon avec les manteaux d'or, pareil, hein, ça n'existe pas. Hein. De toute façon, sur les 3 derniers épisodes, soyons clairs, il n'y a rien qui soit dans les livres, à part la mort de Kristen Cole. Tout le reste, c'est poubelle. C'est quand même extraordinaire. Et en plus, ces 3 épisodes où il ne se passe rien, où l'intrigue n'avance pas, les personnages qui font des allers-retours idiots, enfin, voilà, alors qu'il y en aurait des choses à dire, il y en aurait des choses à raconter. Ah, un petit point qui m'a gonflé, est-ce qu'il fallait vraiment que Aline Velaryon se pointe pour que, à Port-Réal, on réalise qu'il fallait des chats pour chasser les rats? Dans les bouquins, Aegon y met à mort les chasseurs de rats, et je vais vous citer le passage, Sir Otto Hightower fit venir 100 chats dans le donjon rouge pour prendre leur place. Point.
Alors c'est très sympa l'épisode où il y a des chats partout, hein. Moi j'adore quand il y a des chats partout. Mais voilà, pourquoi il se retrouve en Vaïdra qu'il n'y a pas personne qui a l'idée d'amener un chat. En plus, dans l'histoire des 7 couronnes, il y a l'épisode d'une épidémie, d'une maladie qui est appelée les frissons, qui est terrible, qui fait des ravages épouvantables. Dans les débuts du règne de Jaehaerys, il perd sa fille aînée, qui s'appelait Daenerys. Et à l'époque, il est précisé puisque c'est une maladie portée par les rats, qu'un chat se vendait au prix d'un destrier. Donc c'est connu, hein, les chats pour chasser les rats à Westeros. Hein. Enfin bon, voilà. Une anecdote qui est intéressante, pourquoi ne pas la mettre au bon endroit et l'amener beaucoup plus tard où ça fait un peu idiot, quoi. Voilà, il y a plein de décisions comme ça que je ne comprends pas. Donc voilà, je vais faire un peu le tour des vers maintenant, pas de quoi dire. Criston Cole déjà. Mon Dieu, Criston Cole. Criston Cole qui devient un franc-tireur, Criston Cole, c'est la main du roi Aegon II et il le reste jusqu'à sa mort. C'est pas un mec qui se met à se battre tout seul, c'est certainement pas un mec qui repeint son bouclier blanc pour mettre d'autres armes dessus. Voilà, le personnage est ce qu'il est, il est certainement pas sympathique, mais c'est complètement idiot. Cole, il reste l'homme d'Aegon. À Harrenhal, il arrive à Harrenhal juste avant Aemond, qui le rejoint là-bas. À Harrenhal, c'est lui qui essaye de tempérer Aemond. Ils ne se mettent pas d'accord, donc ils décident de se séparer. Et Cole part pour rejoindre Lost d'Ormond Hightower. Il part, j'ai été vérifié dans les livres, il part avec 3600 hommes, pas 22. Hein, parce qu'il est ridicule dans la série Lost de Cole. Mais voilà, il part avec 3600 hommes, c'est ce qui est écrit dans le livre. Et donc c'est une armée en marche. Et jamais ils se mettent à jouer les francs-tireurs, à mener une espèce de guérilla. Eux, ils essayent de rejoindre Ormond Hightower pour cumuler leur armée à la sienne. Et ils se font harceler sur la route par les seigneurs du flanc, par leurs hommes. Et sur leur route, ils trouvent ce qu'ils appellent des banquets de mort. C'est-à-dire qu'il y a une table installée comme pour un banquet, avec des cadavres autour. Oui, c'est ce qui a été repris pour les manteaux d'or à Port-Réal. Pourquoi l'avoir mis à Port-Réal avec les manteaux d'or au lieu de le laisser à sa place ? D'ailleurs, vous pourriez arrêter tous de parler de symboles christiques. On est à Westeros. Il n'y a pas de chrétienté à Westeros. S'ils ont voulu reproduire la scène, c'est totalement idiot, et c'est pas le sujet. Donc, je reviens à Criston Cole. Donc, ils ont ces banquets de mort sur la route, et ils s'habituent à les voir. Et au moment où ils se sont un peu habitués, et ils y jettent un œil, et puis ils passent vite devant, les morts se relèvent et se jettent sur l'arrière-garde, parce que de temps en temps, c'est pas des morts, c'est des vrais soldats. Il y a des archers qui débarquent de nulle part, qui balancent des flèches, qui repartent dans les forêts. C'est une marche de l'enfer pour les hommes de Cole, qui finissent par arriver face à l'armée des seigneurs du Conflent, épuisés, en sous-nombre, et tout est fichu. Et là, ça se passe comme c'est montré au début de l'épisode 6. Pas les morts qui se relèvent dans un camp pour les attirer, non. Mais ils se retrouvent face à l'armée. Cole propose un combat singulier à 1 contre 2 ou contre 3 pour régler ça en épargnant les hommes. Et 3 flèches sont décochées, tuent Cole. Et alors, c'est Patte de Longuefeuille, le tueur de lions, je vais le citer, puisque c'est un personnage que la série a oublié, qui dit une phrase qui n'a pas été dite dans la série. Et pourquoi, à la fin de l'épisode 5, faire dire à Cole toute une tirade à laquelle répond cette phrase, et ne pas mettre la phrase ? C'est des oublis comme ça qui sont insupportables. Mais la phrase, je vous l'ai dit. La dernière phrase qui est dite à Cole, c'est « Je ne veux pas de chanson qui compte combien tu as bravement péri, faiseur de roi. Des dizaines de milliers sont morts par ta faute. » Et il est dit dans le livre que Cole est mort avant d'entendre la fin, percé par ces 3 flèches. Voilà, ça a de la gueule quand même. Et ensuite, ces hommes essayent de se battre, mais ce qui est dit après, c'est que ce n'était pas une bataille, mais une boucherie, et l'histoire retiendra donc cet événement sous le nom de Bal du Boucher. Voilà. Mais j'avais envie de raconter ça, parce que c'est pas rien, la mort de Criston Cole. Et donc voilà, mais c'est comme d'habitude, hein, Ryan Condal ne sait pas ce qui est bon, et il nous zappe les bonnes phrases qu'il faudrait absolument mettre, et pourtant il y avait toute une tirade pour préparer cette réponse. C'est con, hein, c'est con d'avoir oublié ça. Et alors, maintenant que j'ai parlé de Cole, je vais parler d'Aemond. Alors, le truc le plus choquant que j'ai vu sur Aemond, alors Aemond qui se fait blesser, qui dit non, c'est de la connerie, mais ce qui est surtout de la connerie, c'est que Aemond se retrouve séparé de Vhagar. Comment on peut paumer Vhagar ? On peut égarer ses clés. On peut pas égarer Vhagar, le plus gros dragon du monde. Ah bon, c'est pas où il est.
Et pourtant, il est dit à un moment que Vhagar a attaqué un endroit. Donc, Vhagar, elle fait la guerre toute seule. Elle a un GPS, un pilote automatique, ça se passe comment? C'est complètement débile. Non. Aemond, avec Vhagar, il décide de mener sa propre guerre en allant brûler des fiefs qui sont fidèles à Rhaenyra pour essayer d'attirer les dragons de Rhaenyra par un ou deux et les dézinguer avec sa dragonne qui est plus puissante. Son but, c'est ça. Et c'est cohérent, et ça tient la route. Alors que là, on m'en montre des trucs qui riment à rien. Oui, les dragons... Qui est des œufs de son cheveu à Rhaenol encore? Voilà, mais c'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce que ça fout là? Et puis ça repart tout ça, mais ça se trouve, les œufs de Daenerys... Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix avec les œufs de Daenerys. Achetez-vous Feu et Sang, lisez-le et foutez-nous la paix. Désolé, mais ça m'énerve. Tant qu'on y est, Aegon... Alors, on sait que quand Rhaenyra prend Port-Réal, elle retrouve, je cite, son lit vide et son pot de chambre plein. Voilà, Aegon s'est barré. On ne sait même pas, on pense qu'il a eu l'aide de Larys, mais on ne sait même pas s'il est parti avec lui. Et on n'aura plus de nouvelles d'Aegon avant très longtemps. Après, décider de nous montrer le périple d'Aegon avec Larys, c'est intéressant. Par contre, là, il y a plein de passages qui sont absolument inutiles et ridicules. Alors si le passage où Larys lui répond en le traitant limite d'enfant gâté, lui dire qu'il fait que se plaindre, ça c'est savoureux, hein, ça m'a fait du bien, hein, comme tout le monde. Je sais apprécier quand il y a un bon truc. Mais par exemple, il est à Repos des Freux, il se barre dans la forêt et puis il revient. Et ça lui prend tout un épisode. Ça sert à quoi? Juste pour que Larys dise la tirade, il pouvait lui dire sur place. Hein. Enfin bon, c'est... voilà. Tant qu'on y est, Tyland Lannister. Tyland Lannister n'est pas à la bataille du Gosier. Tyland Lannister ne réapparaît pas au Repos des Freux. Tyland Lannister... il est à Port-Réal, il est capturé par Rhaenyra, et vu que c'est le grand argentier et que le pognon a disparu, il est torturé. Oui, Rhaenyra ordonne sa torture, et il est torturé, hein. Je vous passe les détails, on est quand même sur YouTube, mais elle fait du sale, Rhaenyra, hein. Mais carrément. Mais là, faut monter une Rhaenyra avec les mains propres, donc forcément ça a disparu. Mais voilà, là je comprends pas du tout ce qu'il fout là, et voilà. Tant qu'on est dans les vers, alors Gwen Hightower... lui, il meurt à la prise de Port-Réal. Parce qu'il reste à Port-Réal, il parle pas avec Cole. Et il reste à Port-Réal avec une bonne raison. C'est que Otto Hightower s'inquiète beaucoup des Manteaux d'Or et de leur éventuelle fidélité à Daemon. Il choisit les commandants avec soin. Et sans Luthor l'Argent, il sent pas. Enfin, il a des doutes. Donc, il met son fils Gwen comme second. Et à l'instant où Caraxès apparaît au-dessus de la ville, les Manteaux d'Or prennent le parti de Daemon dans leur quasi-totalité, à quelques exceptions près. Et à l'instant où Gwen accuse Sir Luthor l'Argent d'être un tourne de Kazakh, il lui répond « C'est Daemon qui nous a donné ces manteaux, et ils restent en or, quel que soit le côté dont on les porte. » J'adore cette phrase. Et donc, Gwen Hightower est tuée. Voilà. Donc là, tout ce qu'ils font avec Gwen, leur personnage est pas mal écrit et intéressant, mais... Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre parce que d'un côté on nous dit faut pas trop de personnages, c'est pour ça que Rhaena et Horty finalement c'est une même personne, mais par contre on nous rajoute des personnages et on rajoute de l'importance à des personnages. Ah, d'ailleurs tant qu'on parle que de ça. Hormone Hightower, plus gros point noir pour moi, mais clairement. Je vais vous le dire, dans les bouquins, Hormone Hightower, on n'en a pas grand chose à carrer. C'est un personnage éminemment secondaire. J'ai pris la peine. Alors, son armée, elle est importante stratégiquement, mais lui-même, il y a tous les détails sur lui, tout ce que vous voyez, ça n'existe pas. On sait que Daeron est son pupille, ça oui, mais je vais vous dire, j'ai été voir dans les bouquins, et j'ai compté combien de fois son nom était cité, soit comme Lord Hightower, soit Hormone, 27. Son nom est dit 27 fois. C'est rien du tout. Et des passages qui lui sont consacrés, alors quand je dis passage, j'ai même compté quand il y a qu'un tout petit paragraphe, il y en a 6. Hormone, sa vie, son œuvre et sa mort, on s'en fout. Son armée et Daeron et Tessarion, ça oui, ça nous intéresse quand on lit le bouquin. Lui, c'est le pauvre gars qui a failli se faire fumer à la bataille de l'Hydromel et qui a été sauvé par Daeron. Hein. Il faut le dire quand même. Et c'est que du moment qu'il a Daeron avec Tessarion à ses côtés, que là il se met à gagner des batailles, hein, parce que sinon il se faisait fumer à peine sorti de Villevieille. Hein. Faut quand même pas l'oublier. Donc un Hormone qui tyrannise Daeron comme on le voit, c'est pas possible. D'ailleurs, il y a l'épisode de Pont-la-Mer. Normalement, Pont-la-Mer, c'est là où meurt le petit frère Mylor, le fils le plus jeune d'Aegon, parce qu'il y a les jumeaux, mais normalement il a un fils plus jeune, et qui meurt à Pont-la-Mer. Je peux vous le dire, le personnage a été viré purement et simplement de la série, donc voilà. Et quand ils arrivent à cette ville,
Lost Hightower avec Daeron, c'est Daeron qui décide de la mise à sac de la ville pour venger la mort de Maelor. Et d'ailleurs il dit, c'est lui qui dit, Daeron, pas Ormund, vous recevrez les mêmes conditions que vous avez accordées à mon neveu Maelor. Et la ville est mise à sac sur les ordres de Maelor. Et Ormund n'a pas son mot à dire. Il essaye pas d'ailleurs, on n'a pas l'impression. Et à chaque capitulation, des places fortes qui prennent sur leur route, Ormund impose que les captifs reconnaissent Aegon II comme roi. Vouloir que Daeron soit roi ne peut pas venir à l'esprit de Lord Hightower. C'est pas possible. Tout simplement parce que toute la légitimité de la demande des Verts repose, je ferai un point droit de Westeros un peu après, toute la légitimité des revendications des Verts vient du fait que un fils aîné doit prévaloir sur une fille. Un fils aîné, pas un troisième fils. Personne ne sait où est Aegon, mais il n'est pas officiellement mort, même si Rhaenyra le dit. Elle peut dire ce qu'elle veut, il n'y a pas eu de corps, il n'y a pas eu d'enterrement, personne ne peut dire si Aegon est mort. Et en plus, entre deux, il y a Aemon et Vhagar. Et je pense pas qu'Ormund Hightower pourrait oublier un détail pareil. Donc c'est totalement, toute cette histoire de vouloir mettre Daeron roi parce que c'est un Hightower, c'est ridicule. De toute façon, Ormund, vu que c'était un personnage qui était éminemment secondaire, ils se sont dit on va pouvoir le prendre, en faire ce qu'on veut, et ils en ont fait un méchant à la Disney. C'est-à-dire un personnage totalement manichéen dans l'univers de George Martin, qui est savoureux parce que il a des personnages non manichéens, justement. Mais en fait, voilà, il faut que Rhaenyra soit la gentille et que Ormund soit le méchant. Et ben c'est nul. Voilà, c'est totalement nul. Et alors pour finir sur Ormund qui s'installe à Chudebourg pendant 3 plombes, qui envoie des mecs contre Rhaenyra, et ça non plus, ça n'existe pas. Hein. Quand Ormund arrive à Chudebourg, l'armée de Rhaenyra est là, avec la tête de Cole sur une pique, au passage. Et alors Ormund, il y a des réfugiés qui ont fui devant son host quand il approchait, il a mis des hommes pour infiltrer les réfugiés qui vont dans la ville. C'est le seul endroit où il a des hommes infiltrés, hein, pas à Port-Réal, hein, ça c'est n'importe quoi. Et donc, dès qu'il arrive à Chudebourg, ça pète. Et je vais vous le dire, parce que cette vidéo, ce n'est que du spoil, hein, si vous êtes encore là, voilà, hein, pardon, mais Ormund, il se fait fumer dès qu'il arrive à Chudebourg, et il meurt. Et honnêtement, quand on lit le livre, la mort d'Ormund, on s'en fout, parce que c'est un personnage éminemment secondaire. Voilà. Ouais, je l'aime bien, hein. Enfin, celui de la série, je l'aime bien, vous avez dû remarquer. Tant que j'y suis. Alors, Helaena, là, c'est un personnage où je trouvais depuis un moment que la série en faisait quelque chose de plus intéressant que les livres. Surtout pendant la saison 2, parce que normalement, Helaena, quand son fils est assassiné sous ses yeux, son esprit est brisé, elle devient folle, et elle reste folle. Je crois que les termes utilisés dans le livre, c'est une créature brisée. Et bon, une mère qui voit son fils se faire assassiner sous ses yeux, c'est terrible, c'est abominable. Surtout que la scène où son fils se fait tuer est bien pire dans les livres, bien pire. Mais je vais pas vous la raconter là, parce que c'est YouTube. Allez lire le livre, vraiment, il faut, c'est important. Et donc, de faire d'Helaena une rêveuse, ça amenait quelque chose de vraiment intéressant. Là, je trouve que ça part en couille un peu. Ah, pardon, en testicule. Voilà, et les rapports avec sa mère. D'ailleurs, normalement, Jaehaera, sa fille, elle n'est plus là. Elle a été exfiltrée de Port-Réal en même temps que le petit Maelor, donc son fils le plus jeune. Chacun envoyé à des destinations différentes, escorté d'un manteau blanc, un garde royal, hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et Alicent et Helaena ne savent pas où ils vont, pour ne pas pouvoir le dire même sous la torture. Donc voilà, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire avec Jaehaera qui n'est pas censée être là. Alors je vous le dis, Jaehaera normalement, elle est arrivée à bon port chez les Baratheons, qui veillent sur elle. Donc bon, là, pareil, pas compris. Mais donc, voilà, ça tourne à la Disney, et là quand je regarde House of the Dragon, j'ai pas envie de voir un Disney. Voilà. Ah, j'oubliais une chose, pour Ormund, il agit sous les ordres d'Otto Hightower, hein, dans les bouquins. C'est dit, Ormund, il quitte Ville-Vieille avec son host, sous les ordres d'Otto. Voilà, mais il y a des petits détails comme ça, mais c'est important quand même. C'est important parce que quand on prend tous ces petits détails, ça devient une véritable catastrophe. C'est exactement ce que George Martin a dit, ce n'est plus son histoire. D'ailleurs, après, dans les incohérences, il y a des incohérences, pas par rapport au lore ou les livres, il y a juste des incohérences de bêtises. La maquette de Viserys, on a vu Aegon la détruire, la massacrer,
Et quand Rhaenyra arrive à Port-Réal, elle est quasiment plus cassée. Il y a juste des petits trucs renversés. C'est tout con. Mais pourquoi ? Alors après, ils ont un problème avec la taille des dragons aussi. Quand Daemon arrive devant la grotte avec Caraxès, où Erena est voleur de moutons, on voit que Caraxès pourrait pas rentrer dans la grotte. Ça se voit. Il est beaucoup plus gros. Par contre, voleur de moutons, il arrive à sortir par le petit trou là. Ça colle pas. C'est des trucs cons, mais ça vous pète l'immersion, c'est monstrueux. Pareil pour Tessarion. Regardez la taille de Tessarion quand elle est devant l'armée Hightower, où elle est devant les hommes, les chevaux, on voit très bien la taille qu'elle fait, et après, elle rentre dans le sceptre. Elle se divise par deux, comme ça. Mais bon, c'est comme l'arrestation de Rhaena, c'est comme Daemon qui, par miracle, tombe sur l'homme d'Ormund. Essayez pas de changer l'histoire pour faire mieux que George Martin. Vous savez pas le faire. Désolé, Ryan Condal, vous êtes mauvais. Très mauvais. Et oui, il a eu raison de se fâcher, George Martin, et de refuser de collaborer avec vous puisque vous vouliez pas l'écouter. Parce que c'est gravissime, là, ce que vous faites. Vous aviez une histoire tellement extraordinaire à raconter. Pourquoi changer les choses ? C'est ce que je disais. Pourquoi changer l'or en plomb ? Ryan Condal, l'anti-pierre philosophale. Extraordinaire. Comment on peut, avec une si bonne histoire, faire ça ? D'ailleurs, oui, je disais que je ferais un point sur le droit des 7 couronnes. Parce que là, on présente le truc. Bah, Rhaenyra a raison. Et non, c'est tellement plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant, cette histoire. Parce que d'un côté, Rhaenyra, oui, son père l'a désignée héritière. De l'autre côté, les lois des 7 couronnes sont claires. C'est le fils aîné qui hérite. Et donc là, on se retrouve avec 2 camps qui ont chacun des prétentions légitimes. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça que ils sont presque indépartageables. Et quand on gratte plus dans le droit des 7 couronnes, je vous invite à lire la première partie de Feu et Sang, où il y a toute la partie sur Jaehaerys et Alysanne. Il y a beaucoup de choses sur le droit des 7 couronnes et les lois instaurées par Jaehaerys. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 lois qui sont instaurées par lui, qui défendent dans ce cas-là l'un et l'autre. Il y a une loi qui dit que quand un homme a eu une première épouse, et puis il devient veuf, il en épouse une deuxième, il n'a pas le droit de déshériter ses enfants de sa première épouse pour avantager ceux de la seconde. Donc dans ce cas, ça défend Rhaenyra. Mais une autre loi dit que les enfants du premier mariage n'ont pas le droit à la mort de leur père de virer la deuxième épouse et les enfants, de les priver des privilèges qu'ils ont. Et cette loi-là, elle défend Alicent et ses enfants. Et moi, je trouve ça intéressant parce que on voit bien, personne n'a complètement tort, personne n'a complètement raison. C'est pour ça que c'est terrible et qui sont irréconciliables. Oui, bon, si je vous ai embêté avec mon point droit, je suis désolée, mais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà. Et pour ceux qui sont endormis, réveillez-vous, j'ai fini, je parle plus de droit, promis, je le fais plus. Donc, on en arrive là, au massacre d'une histoire qui était extraordinaire, au rejet complet du lore. Un petit exemple, on voit Vermithor et Aile d'Argent, dans le 6e épisode, là, Vermithor arrive et fait un câlin à Aile d'Argent, enfin il frotte sa tête contre elle. Pourquoi ne pas avoir un mot dans la série pour dire que ces dragons, leur premier dragonnier à l'un et l'autre, c'était le roi Jaehaerys et sa femme épouse, sa sœur épouse, Alysanne, et que donc ces dragons ont été ensemble pendant des décennies avec leur dragonnier qui était marié. Et c'est ce qui fait que ces 2 dragons se connaissent si bien. Les dragons en général sont solitaires et n'aiment pas trop avoir leur congénère près d'eux. Et ces 2-là sont une exception parce qu'ils étaient les dragons de ce couple qui reste mythique des 7 couronnes. Voilà, là il y aurait de quoi rajouter un petit point sur le lore, de dire des jolies choses un petit peu. Mais non, Ryan Condal a décidé de montrer qu'il était meilleur que George Martin, qui pouvait changer l'histoire et la faire beaucoup mieux que lui. Eh ben non, désolé Ryan, t'es mauvais. Et ce que tu fais là, c'est très mauvais. Et surtout, c'est une trahison totale de l'auteur. Et je vais finir sur ça. Un petit message aux youtubeurs spécialistes du lore. Moi, j'en suis plusieurs depuis des années. Je regarde leurs vidéos, leurs commentaires, etc. Que j'aime bien, j'aime les suivre.
Justement parce qu'ils ont une bonne connaissance du lore. Alors il y en a que j'ai suivi, j'ai arrêté parce qu'ils disaient des conneries. Il y en a que je continue à suivre et que je soutiens parce que je trouve ça top ce qu'ils font. Et ben là, j'ai un peu envie de tous les engueuler. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas froisser HBO. Oh si, l'épisode est bien. Oh, ils ont changé des choses. Hein, mais... Oh mais si, c'est quand même bien. Ils ont changé des choses. Vos parties spoiler, livres, elles font 2, des fois 4 minutes. Vous passez à côté de pans entiers de l'histoire. Pourquoi vous cachez la poussière sur le tapis? Et surtout, pourquoi vous ne défendez pas un peu George Martin et son œuvre? Votre carrière sur YouTube, vous la lui devez. Sans George Martin, vous n'auriez jamais fait cette carrière-là, ces vidéos-là, ces vues-là. Vous pouvez pas dire un mot pour lui quand on piétine son œuvre? Y en aura pas un dont la voix s'élèvera pour dire quelque chose? Pour la peine, moi qui suis... Oui, je peux dire que je suis une spécialiste du lore, parce que je le connais par cœur sur le bout des doigts, mais effectivement, le sujet de ma chaîne, c'est pas ça au départ, c'est le gaming. Mais là, je me suis dit, je vais me fendre une vidéo House of the Dragon, parce que je pense que j'ai le bagage pour le faire. Le lore, je le connais vraiment sur le bout des doigts. Et bah, quand on dit des conneries, je le vois, et je suis outrée que vous ne dites rien. Parce que moi, George Martin, je lui dis merci pour les centaines d'heures que j'ai passé dans son lore, que j'ai tant aimé. Moi qui essaye d'écrire, qui travaille sur un livre, la façon de travailler de George Martin, la façon dont ses récits sont construits, m'ont appris. Ce que moi je fais, je le ferai pas comme ça sans avoir lu ce que fait George Martin. Il m'a apporté, il y a des centaines d'heures de plaisir à lire ses livres, à les aimer, avec des joies, des larmes, mais aussi, enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté. Et le voir détruit comme ça, oui, ça me brise le cœur. Bah, j'aimerais ne pas être la seule à le dire. Dites quelque chose. Je vais dire vos noms. Maître Thibaut, Captain Popcorn, Mordren. Vous allez dire quelque chose? Vous allez défendre George Martin? Ou vous allez continuer à dire non, il y a quelques différences, mais c'est bien? HBO vous enverra pas un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat, ils s'en foutent. Alors dites quelque chose, s'il vous plaît. Vraiment. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, ça va faire une longue vidéo, mais j'avais besoin. J'en avais vraiment besoin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Voilà, je vous ai fait part des choses que j'avais envie de faire pour la chaîne, donc n'hésitez pas, j'écouterai vos avis, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour discuter de tout ça. Alors par contre sur le Discord, je pense que je vais créer une section House of the Dragon avec spoiler pour pouvoir discuter librement, parce que certains n'ont pas lu les livres sur le Discord et je ne veux pas les spoiler, hein, voilà. Mais si vous voulez nous rejoindre sur le Discord et en discuter, c'est avec grand plaisir. Et voilà. Et je vous dis, j'espère à bientôt pour une autre vidéo. Je fais de mon mieux avec ma santé pour vous faire du contenu au plus vite. Bonne journée à tous. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate